Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. À la une de l'actualité, le boulevard Atimlao est terminé. Une route qui revêt une importance historique pour les habitants de Touamassen. Le président Andradouel l'a inauguré ce matin. Il a déclaré que le gouvernement travaille à grande vitesse pour répondre aux besoins de la population et ceux qui retardent ce développement ne sont pas acceptés. Il a également souligné que la stabilité devrait régner à l'approche de la proclamation officielle des résultats des élections législatives. Jeudi Kalranjanirin, Andra Djabé et Rasul Formanan. Le boulevard Atimlao, qui longe la mer partant de l'hôpital, passant par le lycée Rabé Malanzar et se terminant à Salazamay, est entièrement achevé et est devenu opérationnel. Il y a 38 ans, la route a été endommagée par le cyclone Honorine, puis détruite complètement par le cyclone Géralda l'année 1994. Elle n'a subi aucune réparation jusqu'à ce que le pouvoir actuel le fasse. Après cette réhabilitation, ce lieu est redevenu un lieu populaire. Cette route a une histoire particulière. Elle a été construite en 1897 et a reçu le nom de boulevard maritime. Elle a été changée en boulevard Gallieni en 1902 et a été baptisée Atimlao, roi de Betimsarak, lors de l'indépendance en juin 1960. La population est convaincue qu'elle sera de nouveau célèbre. Aujourd'hui, Touamassen a organisé une cérémonie avec le président Andradouel pour inaugurer ce boulevard, fierté et image de la ville. Bien fait et résistant aux intempéries, sablé et imperméabilisé pour plus de durabilité, il est très spacieux car il mesure 5,50 m de large et dispose d'éclairage. Les choses ont changé en peu de temps grâce aux efforts et à la rapidité du gouvernement actuel. Vitesse exceptionnelle. Le président Andradouel a ainsi souligné que c'est une condition de développement. Le président a également envoyé un message à la population pour qu'elle se concentre sur le développement, étant donné la situation actuelle dans le pays. Outre la route qui longe la mer, la deuxième partie des travaux a également démarré, partant du lycée Rabé Malanzar jusqu'à la station Jovena à Balamanas, pour résoudre complètement les problèmes des habitants. Le nouveau lieu de détente Miami Touamassen a été inauguré cet après-midi par le président Andradouel. Après cette inauguration, un grand spectacle animé par plusieurs artistes s'y est tenu. Toujours un reportage de Judy Kalranjanirin et de Andra Djabé. Il l'a dit, il l'a fait. Miami, Mjaïn Mfakati, ou Unis dans l'amour, est entièrement achevé et inauguré cet après-midi par le président de la République Andradouel. Une grande cérémonie a marqué cette inauguration. La population de Touamassen est venue massivement pour ce moment historique. C'est une immense infrastructure qui est née de la vision du président Andradouel de renouveler la ville de Touamassen. Il s'agit d'une réalisation énorme qui n'a jamais existé à Madagascar auparavant. Tous les visiteurs ont leur part, grands, petits, jeunes. Miami, ouvert aujourd'hui à tous, représente un énorme bénéfice économique pour Touamassen. Il attirera les visiteurs, créera des emplois, favorisera le commerce et l'artisanat. La capitale de la région Atsnan va gagner en popularité. Cela coïncide avec les efforts du gouvernement pour attirer de nombreux touristes à Madagascar. Et Miami fait partie des endroits qui peuvent être visités. Touamassen change complètement. Un tel changement était inattendu et étonnant, a déclaré l'historienne qui a vu la beauté de Miami. Preuve de l'amour du président Andradouel pour Touamassen. C'est aussi la preuve que le président de la République Andradouel tient toujours ses promesses, et cela montre que la vision innovante qu'il a apportée s'est réellement transformée en réalisation concrète. Par ailleurs, la construction de l'autoroute a également été évoquée par le président Andradouel. Cela devrait être achevé d'ici la fin de son mandat, a-t-il souligné.
En économie, la SFI, ou Société financière internationale, une branche de la Banque mondiale, a octroyé une facilité de crédit de 91 millions de dollars à Next Source Materials pour l'augmentation de la production de la mine de graphite qui se trouve dans la région d'Atsimonjefen, à l'est de Futanjevu. Madagascar qui mise cette année sur l'exportation de graphite pour sa croissance économique. Les détails. Madagascar est le deuxième producteur africain de graphite après le Mozambique et avant la Tanzanie qui occupe la troisième place. La mine de graphite qui se trouve dans la région d'Atsimonjefen, à environ 11 km de Futanjevu, exploitée par Next Source Materials, une société canadienne, prévoit d'augmenter sa capacité de production de 17 000 tonnes à 150 000 tonnes par an avec un investissement de 162 millions de dollars. La Société financière internationale, branche de la Banque mondiale, soutient ce projet avec une facilité de crédit de 91 millions de dollars, dont l'accord a été annoncé par Next Source Materials jeudi dernier. D'après Craig Sherba, le PDG de cette société, dans un communiqué, ce partenariat avec la SFI souligne la confiance accordée à l'agrandissement de la mine de Molo par l'une des principales institutions de financement du développement au monde. Et avec le soutien de la SFI, la société est prête à exploiter le vaste potentiel de Molo et à contribuer davantage au développement durable à long terme de Madagascar. Cela renforcerait également le statut de Madagascar comme l'un des plus importants fournisseurs de graphite en dehors de la Chine qui a limité son exportation de graphite à l'international. Pour le premier trimestre 2024, les exportations de graphite ont augmenté de plus de 160,8%. L'exploitation de graphite à Madagascar pourrait apporter une croissance positive de plus de 2,7% pour le secteur minier selon la loi de finances rectificative 2024. À noter que le graphite est utilisé pour les batteries, pour le stockage d'énergie, les équipements sportifs et les appareils électroniques. Et puis la lutte contre le trafic des espèces protégées à Madagascar est une lutte commune. Le secteur privé collabore ainsi avec le gouvernement à cet égard. Ce trafic d'espèces protégées a pris de l'ampleur ces derniers temps. Ainsi, le SAMIFIN et le trafic mènent actuellement un projet de lutte contre la corruption et le trafic d'espèces sauvages. Une banque qui s'est engagée dans la mise en œuvre de ce projet, dont la signature d'engagement a été effectuée hier à Nalakeli. Ubrasamanan, Anzara Zanarvelo. Selon l'ONUDC, le trafic d'espèces sauvages génère des profits de plusieurs dizaines de milliards de dollars par an, menaçant la survie de nombreuses espèces animales et végétales et fragilisant les écosystèmes naturels. Malgré 2 décennies d'efforts mondiaux, ce problème persiste. Madagascar, reconnu comme l'un des points chauds de la planète en matière de biodiversité, est particulièrement vulnérable aux effets dévastateurs de la corruption et du trafic d'espèces sauvages. Ces activités illégales causent des dommages environnementaux considérables, mettent en péril le développement socio-économique du pays et menacent ainsi la sécurité nationale. Par ailleurs, la pauvreté à Madagascar pousse les gens à diverses arnaques et vols qui détruisent l'environnement, selon les informations. On peut constater la destruction de l'environnement, notamment au niveau de l'agriculture, l'élevage, même des êtres humains sont tués. Ainsi, la lutte contre le commerce illégal est très importante. Il faut s'unir pour prévenir tous ces trafics et fraudes. Ainsi, une banque s'est engagée à mettre en œuvre le projet de lutte contre la corruption et le trafic d'espèces sauvages mené par le SAMIFIN et le trafic soutenu par l'USAID. Cette banque a pour rôle la détection des revenus suspects. À travers ce trafic d'espèces sauvages, on connaît toute la richesse du pays avec ces espèces qui sont endémiques. Et ce trafic, finalement, ne fait qu'appauvrir le pays. Or, une entreprise, une banque citoyenne n'a d'intérêt que pour un développement du pays qui soit durable, dans l'intérêt de la population qui sont nos clients. Et nous voulons aussi apporter notre pierre à l'édifice par l'importance de notre établissement, à montrer finalement l'exemple aussi à d'autres opérateurs économiques qui ont une influence
grande ou moins importante, de participer également à cette cause commune. Sinon, on va laisser le libre champ à ces trafiquants de, quelque part, voler et déposséder le pays de l'une de ses plus grandes richesses, qui est cette faune qui constitue une grande richesse du pays. La banque a signé une lettre d'engagement public pour lutter contre la corruption et le trafic d'espèces sauvages en partenariat avec Samifin et le trafic, avec le soutien de l'USAID. En participant activement à des initiatives de sensibilisation publique et en assurant le suivi et l'évaluation de l'efficacité de ses actions, cette banque démontre un engagement ferme pour un avenir durable. Toujours concernant l'environnement, le premier atelier régional du ministère de l'Environnement et du Développement durable a été lancé hier dans la région à Tsimondjefen. Le but étant de faire connaître les défis de Madagascar conformément aux accords internationaux signés sur l'environnement et examiner les suggestions et solutions à la base. Cela s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement. Judika Ranjanirin, Braz de Nilsson. Tuliar, la capitale de la région à Tsimondjefen, a été particulièrement choisie pour accueillir l'atelier régional du ministère de l'Environnement. En effet, le Sud est connu par la vulnérabilité de la population et la protection de l'environnement vise la protection des habitants, selon le ministre de l'Environnement Max Fontaine Andonirin. Cela a été l'occasion pour le ministre d'échanger avec les responsables locaux et d'écouter leurs doléances. Il a également partagé les solutions à long terme qui y sont liées. Madagascar a d'ailleurs signé plusieurs accords qu'il faut faire connaître à ses responsables. Veiller sur la population et préserver l'environnement sont indissociables. Selon le ministre, les dommages causés à l'environnement entraînent des dommages à la terre qui est la base de la production et des moyens de subsistance. Le ministre a également offert au CEG des matériels agricoles et de nettoyage tels que des arrosoirs, des balais et des pelles. Dans un tout autre sujet, les enfants incarcérés à la prison de Marfout Madzang ont également reçu des présents de la part du ministre de la Justice lors de sa tournée dans la région. Cela s'inscrit dans le cadre de la célébration du mois de l'enfance. Détails sur les images de Yves Janel. Même s'ils sont incarcérés, ces enfants ont les mêmes droits que les autres enfants. La ministre de la Justice, Ranjamalatena Souland Boulatine, n'a pas hésité à rendre visite aux enfants incarcérés au sein de la prison de Marfout, Madzang, et leur apporter des cadeaux tels que des matériels, des oreillers, des chaussures, des vêtements, du savon et des livres. Des dons à l'occasion de la célébration du mois de l'enfance. Par ailleurs, l'atelier réunissant les responsables judiciaires à Madzang et à Ntsranan s'est également achevé hier. Le thème était « Compétences de leadership et de gestion face au changement judiciaire ». Cet atelier a été organisé dans le but d'apporter du changement dans leur travail. Le nombre d'élèves scolarisés jusqu'en 3e est très faible. Selon un directeur d'école, seuls 30% des élèves qui ont obtenu le CEPE parviennent en classe de 3e. Les 70% quittent le banc de l'école pour diverses raisons, selon les explications. Dans cette optique, une campagne est menée par la CONAMEPT, ou Coalition nationale malgache pour l'éducation pour tous, pour améliorer le taux de scolarisation et éviter l'abandon scolaire. Ratraman Zatouf pour plus de détails. Selon les statistiques fournies par l'UNESCO pour l'année 2022, 62% des filles terminent l'éducation de base et 57% pour les garçons. Ce nombre continue de diminuer à partir du premier cycle. Les difficultés financières des parents sont la principale raison de cet abandon scolaire après l'obtention du CEPE. Mais il y a aussi l'éloignement de l'école selon les enseignants. L'examen de l'état du CEPE aura lieu ce mardi 18 juin. C'est une étape dans l'éducation selon le CONAMEPT. Ils ont donc encouragé les parents des élèves à poursuivre la scolarisation de leurs enfants après l'obtention du diplôme de CEPE. Cette campagne de sensibilisation s'est tenue dans une école à Mbouimalaz. Les élèves qui passeront cet examen ont également reçu des goûters. Cet événement s'inscrit dans le cadre du 10e anniversaire de la CONAMEPT.
Par ailleurs, les enseignants ont reçu une formation sur l'utilisation d'Internet et en artisanat. L'école a également reçu des livres grâce à la collaboration avec le syndicat des enseignants. Et puis, la campagne de vaccination du gouvernement a réussi à augmenter le nombre de personnes qui se font vacciner. La preuve, le succès dans la lutte contre la Covid-19 et la polio, a déclaré le directeur de programme de vaccination auprès du ministère de la Santé publique. Il a toutefois rajouté que les efforts se poursuivent. Radra Manazatouf, Kevin Ravouniarsan. Pour l'année 2023, le taux de couverture pour la vaccination du BCG était de 84%, si pour le vaccin contre la polio est de 83%. 54% des femmes enceintes se sont fait vacciner et 2 725 202 personnes ont fait le vaccin contre le Covid-19 jusqu'à juin 2024, selon le rapport de la direction de vaccination du ministère de la Santé publique. Ce succès était dû aux stratégies mises en place par le gouvernement à travers le ministère de la Santé publique. Cette stratégie ne s'arrête pas à la vaccination, il y a également le suivi et surtout les mesures de prévention des différentes maladies. L'année 2024 a été fixée comme l'année de la vaccination, y compris les vaccinations habituelles proposées dans les centres de santé, ainsi que la réalisation de la vaccination des enfants qui n'ont jamais été vaccinés ou ce qu'on appelle la dose zéro. Dans les actualités internationales, l'armée israélienne bombardait la bande de Gaza ce matin. Des tirs de roquettes vers Israël ont par ailleurs été revendiqués par la branche armée du Hamas. L'Organisation mondiale de la santé alerte sur la situation humanitaire dans l'enclave palestinienne, mais également en Cisjordanie. Les attaques contre les infrastructures médicales compliquent l'accès aux soins. France 24. Des habitations transformées en poussière et une fumée qui traverse ce champ de ruines. Trace d'un nouveau bombardement sur la bande de Gaza. À Jabalia, face à ces scènes de chaos répétées, les habitants sont à bout. Une seule priorité désormais, se nourrir alors que la famine menace. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 8000 enfants âgés de moins de 5 ans souffrent de malnutrition aiguë. Tout est complètement détruit. Nous ne trouvons rien à manger. Nous ne trouvons pas de lit pour dormir. Ça fait 250 jours de guerre, mais nous avons l'impression que ça fait 250 ans. Nous nous réveillons et nous nous endormons avec le bruit des bombardements. Nous n'avons pas de nourriture. Aux urgences de l'hôpital des Martyrs d'Al-Aqsa, les ambulances défilent. Cet homme, gravement blessé, doit être pris en charge d'urgence. Mais c'est déjà trop tard. Il succombera à ses blessures dans les bras de ses proches, inconsolable. La proposition de trêve présentée par les États-Unis il y a 2 semaines reste lettre morte. Les 2 protagonistes campent sur leur position. Au milieu des ruines, cet immeuble a résisté au bombardement. Mais ses fissures semblent indiquer que ce n'est plus qu'une question de temps avant l'effondrement, alors que des traces de sang jonchent les décombres. Regardez avec quoi ils frappent nos enfants, nos femmes, nos hommes et nos personnes âgées. C'est du fer, fabriqué aux États-Unis. C'est injuste. Si une telle pièce frappe un enfant, que lui arrivera-t-il? Selon l'ONU, les opérations israéliennes ont poussé 1 million de Gazaouis à fuir leur domicile, alors qu'il ne reste quasiment plus de zones épargnées par les bombardements. Réunis à Rome, le G7 a appelé vendredi à ce que les agences de l'ONU, dont l'UNRWA, puissent travailler sans entrave à Gaza. Et un sommet pour la paix en Ukraine s'ouvre aujourd'hui en Suisse. Un sommet qui se déroule en l'absence de la Russie et de la Chine. La plupart des pays du Sud global ont également décliné l'invitation. Le président français Emmanuel Macron participera à cette conférence. Son homologue américain Joe Biden sera quant à lui représenté par la vice-présidente Kamala Harris. France 24. Face au cadre du ministère russe des Affaires étrangères, le maître du Kremlin évoque pour la première fois un cessez-le-feu avec l'Ukraine, mais sous certaines conditions.
Dès que Kiev se déclarera prête à le faire, qu'elle commencera le retrait effectif des troupes et qu'elle notifiera l'abandon de son projet d'adhésion à l'OTAN, nous donnerons immédiatement, à la minute même, l'ordre de cesser le feu et d'entamer des négociations. Désormais en position de force sur le front, Moscou exige de Kiev le retrait de ses troupes de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporizhzhia. Des régions déjà partiellement occupées par la Russie et qu'elle prétend annexer en plus de la Crimée. Pour l'Ukraine qui veut rétablir son intégrité territoriale, abandonner ces 4 régions reviendrait de facto à une capitulation. Ce sont des ultimatums, ils ne diffèrent pas de tous les ultimatums qui ont été donnés auparavant. Hitler faisait la même chose quand il disait « Donnez-moi une partie de la Tchécoslovaquie et on en reste là ». Mais non, ce sont des mensonges historiques. Washington, principal soutien militaire et financier de Kiev, a aussi immédiatement rejeté l'ultimatum russe. Poutine a occupé illégalement un territoire ukrainien souverain. Il n'est pas en mesure de dicter à l'Ukraine ce qu'elle doit faire pour instaurer la paix. Sur la ligne de front, les forces ukrainiennes continuent de résister dans l'Est, où Moscou grignote de plus en plus de terrain ces dernières semaines. Après plus de 2 années de guerre, la Russie contrôle désormais près d'1/5 du territoire ukrainien. Pour terminer, depuis les résultats des élections européennes, les marchés financiers sont inquiets dans l'incertitude politique française. Ils ont notamment peur d'un accroissement de la dette française. France 24. La pire semaine depuis mars 2022 et le début de la guerre en Ukraine. Depuis lundi, la bourse de Paris chute, conséquence de l'instabilité politique et de l'inquiétude des marchés sur l'avenir économique de la France. Le pire pour les marchés, c'est évidemment une remise en cause de la liberté des flux, des marchandises, des capitaux. Et par conséquent, il est évident que tout ce qui touche un tout petit peu aux extrêmes est quelque chose d'assez mal perçu par les marchés financiers. Le CAC 40, l'indice français, a baissé de 6,23% sur la semaine. Une diminution que pourraient directement ressentir certains Français dans les prochaines semaines. On peut s'attendre sur le prochain mois à une petite baisse pour cette question des produits d'épargne indexés sur les marchés financiers, en particulier l'assurance vie. Autre répercussion, la hausse du taux d'emprunt de la France. Avec la dissolution de l'Assemblée nationale, le pays est considéré comme étant moins solvable, ce qui démontre une inquiétude de la part des investisseurs sur les élections législatives. Et ainsi s'achève cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après le second prime de l'émission C'est toi le chef avec Chef Phi. Quant à moi, je vous retrouve demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et bonne soirée sur Viva.